Bienvenue dans IA Moneymaker, le podcast des professionnels qui font de l'argent dans la data, dans l'IA. Notre invité du jour a un parcours des plus brillants. Ayant commencé en tant que développeur, aujourd'hui, elle gère des ingénieurs dans le cadre de projets en intelligence artificielle. Comment elle a réussi ce parcours-là? Elle viendra nous partager ses secrets afin que toi et moi nous puissions nous en inspirer et bâtir à notre tour. Elle est également l'autrice d'un livre très intéressant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bref, avec elle, on échange sur différents sujets autour de l'intelligence artificielle et vous aurez ici des clés de compréhension des actualités dans ce domaine-là. Également, des clés qui vous permettent de vous démarquer sur le marché de l'intelligence artificielle. Deux choses à faire donc, posez-vous dans un endroit calme, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous on est parti pour cet échange extrêmement enrichissant. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors du coup, je m'appelle Nastasia. Je suis, aujourd'hui je suis, Head of Engineering, donc grosso modo j'ai une équipe, de 10 personnes, donc c'est sur plein de sujets dont de l'IA et effectivement ma spécialité, enfin mes spécialités, parce que j'en ai quand même pas qu'une, mais on va dire que c'est pas mal l'IA et le bac et c'est vrai que j'ai publié un livre il y a peu sur l'IA. C'est pas le premier sur le machine learning d'une manière générale, mais lui, il est plutôt grand public et il s'appelle «L'IA du mythe à la réalité». Parfait. Alors, qu'est-ce qui t'a amené déjà vers l'IA ou la data de manière générale et qu'est-ce qui te plaît dans ces métiers-là? OK. Alors ce qui me plaît, et ce qui fait que j'y suis allée, en fait, alors déjà, souvent on me pose la question, c'est vrai, j'ai eu une opportunité dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Voilà, je suis pas passée d'un poste à un autre, parce que j'étais, développeuse back et il y avait un poste qui s'ouvrait côté data. Et en fait, le fait de déjà connaître le contexte, qui était en plus assez complexe, ça a permis, de dire: «Ben, moi, j'aimerais bien faire un peu plus de data». Et ce que je trouvais, passionnant, à l'époque, et dont on parle peu, en fait, c'est que finalement la data, c'est beaucoup de statistiques et du coup, qui dit statistique, dit des biais comportementaux, des trucs que je trouvais assez passionnants. Donc il y avait cet aspect-là qui m'intéressait et le deuxième, j'étais déjà intéressée par tout ce qui est IA, heu paradoxalement, parce que je voyais bien qu'il y avait un engouement que je jugeais un peu trop fort. J'entendais des gens, qui me disaient vraiment texto: «Mais tu vas voir, dans 2 ans, l'IA nous surpassera, elle aura plus besoin de nous». J'étais en mode: «Mmh, il y a un truc qui est bizarre, mais l'IA pour qu'elle apprenne, faut qu'elle apprenne de données et cetera, donc ça va être un peu plus complexe que ça. Quels sont les tenants, les aboutissants?» Et du coup, ça m'intéressait énormément d'en comprendre davantage, donc j'ai un peu jumpé là-dedans. Parfait. Est-ce que tu es surpris, là, avec le temps, de la montée en puissance de tous ces sujets et aujourd'hui, ça devient clairement aussi un enjeu national pour les pays? Est-ce que tu es surpris? Oui, c'est vrai, ça devient un enjeu national. Là, pour le coup, on peut le dire, c'est clair. Je suis surprise, oui et non. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu effectivement, jusqu'ici, en fait, pour moi, la différence entre l'IA et on va dire la programmation classique, c'est qu'on programmait jusqu'ici de manière déterministe, en mode: «Si j'ai ça, alors je veux ça». Et puis là, on est passé à quelque chose en mode, je donne des exemples et l'IA va trouver un algorithme qui corresponde à ces exemples et du coup, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Donc clairement, je comprends qu'on soit, très excité parce qu'il y a de vraies améliorations et de vraies fonctionnalités qu'on n'avait pas jusque-là. Par contre, là où je suis surprise, c'est que oui, je suis surprise, des 500 milliards de dollars qui ont été injectés aux États-Unis, par exemple, ou tout ce genre de choses. J'ai un peu peur qu'on s'enflamme un peu quand même et que le problème de s'enflammer, c'est qu'on retombe dans l'hiver de l'IA où à force d'avoir trop d'attentes, on s'y intéresse plus. Voilà, je pense que c'est une technologie très importante, très intéressante. Par contre, au regard de certains enjeux, je pense par exemple à l'écologie, je suis quand même surprise, oui, effectivement, qu'on y mette, autant le paquet. Je comprends d'une certaine manière et de l'autre, je me dis: «Ouais, attention à pas trop s'enflammer et à mettre beaucoup d'argent où après on est super déçu». Mais bon, ça, j'ai envie de dire qui vivra verra.
peut-être qu'effectivement, ils ont raison et que dans 2 ans, on a Frankenstein qui nous parle. Enfin, le monstre de Frankenstein, je ne sais pas. Justement, par rapport à ça, moi, je vois beaucoup, on va dire beaucoup de non-initiés qui parlent en fait de la fin de leur travail. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que l'IA, c'est synonyme du meilleur ou du pire? Est-ce que les gens qui ont certains boulots vont perdre leur boulot dans le temps? Quoi à ça? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est extrêmement complexe de répondre à cette question. Alors déjà, je peux pas prédire l'avenir, mais par contre, ce que je vois déjà, si je parle des devs, puisque bon, je pense que c'est aussi les personnes qui sont intéressées, hem, oui, l'IA génère du code, oui, l'IA nous aide et c'est cool, mais nous les devs, on n'est pas que des codeurs, donc je pense qu'on aura toujours besoin de nous. Je pense que la partie, la plus complexe n'est pas dans le code, mais dans tout ce qui a amené à ce code-là, de comprendre fonctionnellement comment ça marche, de mettre en place les bonnes choses, donc je me fais pas trop de soucis pour les devs. Par contre, il y a d'autres métiers où, oui, clairement, il y a beaucoup plus de tension. Alors c'est toujours pareil, pas tout le monde, je pense aux illustrateurs ou aux traducteurs. En vrai, faut pas croire, les traducteurs, c'était avant les ChatGPT et cetera, qu'il y avait, de la tension sur leur métier, parce que l'IA arrive quand même pas mal à automatiser toute cette partie-là. Par contre, c'est toujours pareil, hein, les traducteurs, de romans, par exemple, ils vont pas disparaître. Si je prends un exemple, on sait que Edgar Allan Poe, alors c'est vieux, qui est un auteur anglais, il serait pas aussi célèbre en France si, Charles Baudelaire ne l'avait pas traduit, n'avait pas apporté sa patte. Donc ça, je pense que ça va pas disparaître. Par contre, effectivement, les petites, traductions, les choses comme ça, bon, en vrai, je dis c'est déjà en passe de changement, où les traducteurs se retrouvent aujourd'hui plus à dire: «OK, l'IA a raison, l'IA a pas raison», que de traduire directement. Donc on a moins besoin de traducteurs. Donc oui, ça met vraiment une pression sur ces métiers-là, ce serait faux de dire le contraire. Par contre, ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces outils de traduction, et c'est là où c'est un peu, faut voir la big picture, ils sont devenus très performants parce que des tonnes de gens comme nous, hein, sur le web ou alors en utilisant, des outils, ont aidé les IA à dire: «Oui, oui, ça veut bien dire ça». Donc il y a eu un énorme travail humain, mais qui est souvent, beaucoup moins visible et pas toujours rémunéré. Donc l'humain reste dans la boucle, mais le travail est un peu chamboulé quand même. Donc, tu crois à la notion de profession augmentée dans ce cas-là? C'est ça. Ah, c'est intéressant. Oui, oui, je pense quand même que ça oui, enfin, moi je veux dire, je continue quand même à développer et oui, je pense que ça change et honnêtement, si je me place que de mon point de vue, pour le développement ou d'autres usages, hein, d'ailleurs, oui, ça augmente, les professions. Hem, mais voilà, je pense que ça dépend des professions, mais le développement, je pense que ça va plus être une profession augmentée. On t'a toujours dit que déployer des projets data science en production pour un data scientist était quasiment impossible. Tu as fini par croire à cette réalité. En effet, pendant longtemps, la majorité des formations en data science ont cherché à combler le fossé qui existait entre la data science et la mise en production sans y parvenir. D'ailleurs, les profils qui sortaient de ces formations ont été longtemps l'une des raisons pour lesquelles la majorité des projets en data science ont échoué, comme l'estimait Gartner il y a de cela quelques années. La bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui pour toi, c'est que j'ai développé une stratégie qui permet donc à n'importe quel data scientist, peu importe son point de départ, d'un point de vue technique, de pouvoir devenir autonome dans la mise en production de ses projets data ou IA en un temps record. C'est d'ailleurs grâce à cette stratégie que j'ai pu réaliser donc ma transition il y a de cela quelques années, en passant donc de 2 000 € de revenus à plus de 10 000 € tous les mois. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de tous les autres data scientists tout comme moi qui appliquent cette nouvelle stratégie au quotidien et qui voient leur vie transformée à jamais. Si toi aussi tu veux prendre la bonne décision dès aujourd'hui et profiter de cette immense opportunité qui existe sur le marché de la data et de l'IA, je t'invite donc à cliquer ci-dessous. Tu trouveras donc une vidéo de formation gratuite que j'ai eu le plaisir de tourner, dans laquelle je te partage justement comment j'ai découvert cette nouvelle logique de mise en production et comment toi aussi à ton niveau tu peux la dupliquer pour pouvoir réussir ta transition vers la mise en production. Ne tarde pas à visionner cette vidéo de formation gratuite car il se peut que c'est la dernière fois que tu la vois passer. Quant à moi, je te donne donc rendez-vous dans cette vidéo de formation gratuite. D'ici là, porte-toi bien. Salut. Donc on va sortir un peu de l'IA. Puisque effectivement, il y a une grosse hype autour de l'IA générative, mais
dans l'IA, il y a énormément de. Mmh. D'ailleurs, c'est plutôt une minorité en réalité Oui. de use case en entreprise et même dans la vie de tous les jours. On va parler en fait du métier de ML ingénieur. Mmh. Euh, alors, l'une des difficultés que moi j'ai vues, en tout cas dans mon parcours, c'est la difficulté des data scientists à mettre en production des projets. Donc, ça s'est Oui. amélioré dans le temps, mais aujourd'hui, on a toujours à peu près les mêmes problématiques. Est-ce que toi, déjà, tu as constaté ça dans ton travail au quotidien? Et qu'est-ce que tu conseillerais pour un data scientist qui part voilà, de zéro, qui aimerait justement acquérir ces capacités? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? OK. Alors je trouve ça super cool déjà que tu nous ramènes un peu les pieds sur terre parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA générative, mais il y a toute l'IA classique qui apporte énormément de choses et qui effectivement, je suis d'accord avec toi, souffre encore de difficultés à être mis en prod. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup vu, c'est, des data scientists très compétents, dans, les modèles, les mathématiques, tout ça, mais qui après ont du mal à déployer et à maintenir, réellement, les applications. Et ce que je conseillerais, c'est d'aller, déjà vers des pratiques de développement. Alors ça dépend de votre, de là où vous en êtes, mais tout ce qui est, versionning, test, déploiement, MLOps, d'aller plus vers ce genre de choses, hem, je je pense que c'est de sacrées armes parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est à un tournant où les gens n'ont plus envie de faire des POC d'IA, mais ont envie que ça aille en prod réellement et que ça apporte de la valeur. Et en fait, la partie IA, je trouve qu'elle s'est beaucoup simplifiée avec les années. Alors, je voudrais pas dire qu'il y a plus rien à faire, bien au contraire quand même, il y a quand même plein de choses à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui la plus grosse difficulté, c'est effectivement dans cette maintenance. Alors ça peut passer par tout un tas de choses, des formations, après il y a des formations, en ligne, des podcasts, voilà, qui peuvent parler, de certains sujets, des livres, aller dans des meet-up. Donc les meet-up, c'est des réunions, généralement du soir, du midi. Vous pouvez discuter avec des personnes, moi, j'ai envie de dire qu'au-delà là, je me rends compte que je suis en train de donner pas mal de choses pour, le faire en dehors de vos heures de travail, mais j'ai pas vocation à vous dire de bosser de ouf, en dehors de votre travail, mais, vous pouvez aussi enfin, je pense que c'est totalement OK de se dire, «OK, dans mon travail, je fais de la veille, là, je me fais, 1 heure, à apprendre, ce que c'est qu'un test unitaire, jusqu'où je peux le pousser et cetera. Comment je fais des tests sur du machine learning parce que c'est pas non plus, aussi classique que des tests, de software engineering plus classiques. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dirait, bon, toi, par rapport à ton parcours, tu viens d'un monde de développeurs, donc c'est un peu plus facile. Mmh. Ou pour une personne, je veux dire pour une personne qui n'a pas de compétences en développement, parce que généralement, en data science, on vient d'un parcours mathématique appliqué, on a moins ce recul-là sur les outils informatiques. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Parce que, en fait, la question, c'est que j'ai eu souvent des retours qui me disent, mais il y a trop d'outils. Comment je fais, en fait, pour Mmh. combler ce gap d'apprentissage? Voilà, tu as parlé de tests unitaires, il y a la Ouais, containerisation, il y a plein de trucs. Et comment je fais, en ouais. fait, pour arriver à cette étape-là? Euh, C'est super voilà. intéressant, ouais, comme question. Ouais. Alors déjà, je dirais d'y aller par étapes et d'être gentil avec soi-même. C'est-à-dire qu'en, enfin, on progresse tous et ça va pas se faire en 2-3 mouvements. Et je pense qu'il y a des choses plus prioritaires que d'autres, à mon avis. Alors déjà aussi, je voulais répondre et dire que n'hésitez pas à faire du pair, parce que généralement, il y a des data eng, autour de nous, il y a des MLOps, ou des ops tout court. Donc ça peut être cool d'aller, voler leurs connaissances pendant une session de pair programming. Et ensuite, je pense qu'il faut d'abord privilégier le dev, j'ai envie de dire, et ensuite tout ce qui est ops. Moi, j'irais dans ce sens-là, en me disant: «OK, faut que mon code soit robuste». Qu'est-ce que ça veut dire un code robuste? Donc, faut que j'arrive à le versionner, pouvoir revenir dans des versions. Faut que j'arrive à le tester pour ne pas avoir de régression et m'assurer que ça va à peu près dans ce que je fais. Puis ensuite, d'aller vers de la containerisation qui sont quand même
enfin, c'est hyper important, mais qui sont, à mon avis, des compétences plus, plus difficiles à apprendre et j'irais plutôt dans cette marge de progression. Du coup, toi, comment tu fais la différence entre tous ces métiers-là finalement? Parce que entre ML ingénieur, MLOps Mm. ingénieur, euh, AI ingénieur, bon, il y a plein de Mm. délimitations. Comment tu fais, toi, pour bien scinder, vu qu'on observe aussi une confusion, que ce soit également en entreprise, hein, sur les offres d'emploi, il y a une confusion de ces sujets-là. Comment toi, tu fais pour délimiter? Pour toi, il n'y a pas de limite. Euh, ouais, Une c'est une vraie. bonne question. En fait, je trouve que ça dépend vachement des contextes d'entreprise. Par exemple, voilà, on parle souvent du data scientist. J'ai vu des data scientists qui, honnêtement, étaient limite des MLOps, quoi. Et enfin, alors, du coup, qu'est-ce que j'entends par ça? Parce que voilà, je mets des choses, mais data scientist, on va dire que c'est des personnes qui sont à la base plus orientées mathématiques, et MLOps, c'est quand même des personnes qui connaissent l'infrastructure, etc. Mais j'ai vu des data scientists être capables d'aller vraiment très, très loin. Et d'autres fois, dans des structures, ben, vraiment se concentrer sur la partie mathématique et être attendu là-dessus. Donc, comment je fais la différence? Je m'adapte au contexte et après, bah, tu vois, tu parles du recrutement. J'essaye de discuter avec les personnes pour voir un peu là où elles se situent davantage. J'essaye de pas mettre trop de noms. Je sais que dans mon entreprise, j'essaye de pas trop mettre de noms parce que des fois, ça peut embrouiller. Mais après, j'ai envie de dire, par exemple, si vous cherchez du travail, je trouve que c'est parfois bien de une entreprise ne va pas appeler un data scientist ou un data engineer la même chose. Et une fois qu'on l'a compris, je trouve que c'est totalement OK de dire dans telle entreprise A, je suis data ingénieur, dans l'entreprise B, je suis data scientist, parce qu'en fait, les personnes n'y mettent pas la même définition. Donc voilà, donc je sais pas si je Ok, réponds bien à la question, mais je m'adapte aux définitions des personnes. ok, ouais, ouais, c'est plutôt clair. Et j'ai une question par rapport aux certifications. Bon, les certifications de manière générale, et dans le cadre du machine learning, est-ce que tu penses que c'est intéressant? Généralement, il y a deux écoles. Il y a certains qui disent qu'il faut, par la pratique, faire des projets vraiment orientés entreprise, se former sur des sujets, des use cases concrets. Et d'autres qui disent qu'il faut en fait faire des certifications. Ça prouve en fait une validité de ta compétence. Qu'est-ce que toi t'en penses pour un profil junior ou intermédiaire? Ok, ok, intéressant. Je pense que les deux peuvent être utiles déjà. Je pense que ce qu'on a fait en entreprise et ça a un côté très concret. Donc c'est quand même super important. Malheureusement, des fois, on n'a pas toujours l'occasion de travailler sur ce qu'on veut travailler. Et je trouve que la certification, ça a deux avantages. Alors, je le dis, j'en ai pas. En ML, j'en ai pas. J'en ai sur d'autres sujets, mais pas là-dessus. Je trouve que ça a deux avantages. Ça a l'avantage de, ben, si on n'a pas eu l'occasion de travailler sur un outil, et ben, de quand même se plonger dedans. Et ça fait un parcours de formation où on se dit, OK, mon objectif, c'est ça. Donc je sais que j'ai tout ça à apprendre et du coup, parce que des fois, quand on se forme soi-même, c'est difficile d'en voir le bout. Alors que là, c'est clair. Il faut qu'on soit assez formé pour avoir la certification et ça nous permet de voir un outil, donc je trouve ça plutôt cool. Et l'avantage, c'est que même si on l'a vu en entreprise, ça va permettre aussi de compléter et de faire une forme de veille. Donc je pense que c'est quand même un bon point, euh, surtout si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire en entreprise. Je trouve que c'est toujours quelque chose de cool. Après, il faut faire attention à pas tomber dans le piège de certification et y passer sa vie. Mais oui, moi, je sais que par exemple, si je vois un CV avec des certifications, je dis pas que ça va tout faire, mais ça va m'attirer l'œil. Surtout, je reconnais pour un junior. Ok, ok, très intéressant. Euh, alors, une question par rapport à ce que tu fais actuellement. Déjà, comment on arrive au poste de responsabilité dans la data? Intéressant. Alors en vrai, j'ai un poste où je fais pas, je suis pas responsable que de la data. Euh, mais du coup, comment on y arrive? Je sais pas vraiment si, qu'est-ce que je peux dire? Si, de base, je suis passée tech lead à plusieurs moments de ma carrière. En fait, c'est pas forcément une,
comment dire? On n'est pas obligé de passer par là. J'ai envie de dire qu'il y a un peu, 2 manières d'évoluer. Soit, on continue à être, j'aime bien cette idée-là de, contributeur individuel. Donc ça veut dire qu'on va être très expert, très très bon dans ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on va aider les autres. Je pense à des postes d'architecte, on dit aussi principal ingénieur, donc il y a cette voie-là et puis effectivement, moi, j'ai fini par choisir celle, du management. Alors tech quand même, hein. Ce matin, je débuguais, par exemple. Hem et en fait, ça dépend, mais moi, je pense que c'est aussi une question d'appétence. Moi, je me suis rendu compte que finalement, je m'y attendais pas au début de ma carrière, mais en fait, j'aime bien faire ça. J'aime bien organiser, j'aime bien avoir une vision d'ensemble et du coup, c'est pour ça que j'y suis arrivée en étant plusieurs fois, tech lead et à un moment donné, il y a eu un poste, voilà, de responsable technique et je me suis dit: «Allez, je tente l'aventure, pourquoi pas?» Ok. Et t'as pas beaucoup de difficultés au niveau de... Parce que les gens... Enfin, au niveau du management, je veux dire, parce que c'est toujours compliqué de euh, gérer les sensibilités des uns et des autres. Ça va. Mmh. Ouais, c'est tout l'enjeu. Hem, ouais, c'est tout l'enjeu. Ça se voit, par exemple, beaucoup dans ce qu'on appelle la conduite au changement. Des fois, enfin, c'est pas une obligation, hein, de changer, mais des fois, vous notez quelque chose qui ne va pas. Vous dites: «OK, qu'est-ce qu'on fait?» et vous avez un peu 2 options. Soit, vous imposez, vous posez et vous avez tout le monde qui démissionnait, au bout d'un mois. J'exagère un peu, mais où les gens sont pas contents, C'est la sont pas heureux. dictature. L'idée, c'est pas ouais, c'est ça. L'idée, c'est pas de rendre les gens malheureux. Ou alors, il y a, on essaye d'analyser le problème ensemble, on essaye de voir, quelles sont les choses où on n'a pas le choix, il faut quand même bouger et celles où on peut bouger, mais un peu différemment et susciter l'adhésion, c'est pas facile. Heu, c'est vrai du dev, mais le management est peut-être un cran encore plus loin. Mais oui, pour moi, la principale qualité d'un manager, ce serait sa capacité à s'adapter aux, comme tu disais, les sensibilités ou les personnalités, des personnes parce que tout le monde ne demande pas la même chose et c'est normal. Mais du coup, il faut s'adapter pour arriver à un objectif commun. Ok. Euh, une question par rapport au marché actuellement. Alors, j'ai beaucoup de sollicitations de juniors qui cherchent du travail. Et le retour que j'ai souvent, c'est que les entreprises euh, recherchent souvent des gens qui ont de l'expérience. Je sais que nous, à notre époque, en tout cas, on a eu beaucoup de chance parce que, en Mmh. fait, la data science commençait, il y avait beaucoup de POC, donc bon, il n'y a pas de souci, on prenait les data scientists. Mais aujourd'hui, le marché est un peu comme tu l'as dit, hein, les gens se sont réveillés. Et donc, il y a une vraie difficulté pour ces profils juniors-là de trouver en fait du boulot. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui recherche du travail dans ces domaines-là comme démarche qu'il doit suivre s'il veut effectivement obtenir gain de cause? Ouais. Ouais, alors je peux que plus soyer ce que tu dis, que malheureusement le marché s'est tendu et je suis d'accord avec toi, on a connu l'Eldorado, enfin moi en tout cas, j'ai connu l'Eldorado. Pour donner une idée, je suis rentrée dans l'informatique alors j'avais pas fait d'études d'informatique. Aujourd'hui, je pense que ça arrive plus. J'ose espérer que le marché ira mieux, mais pour l'instant, c'est plus le cas. Donc j'ai envie de dire, bah, déjà, si vous avez du mal à trouver, vous dites pas que c'est vous, c'est que les conditions ont changé et je pense qu'il y avait il y a encore beaucoup de formations parce qu'on se dit: «Ah là là, on manque de dev d'une manière générale» et en fait, on se retrouve avec un marché qui s'est tendu. Alors c'est quand même récent, donc on peut espérer que ça va rebasculer, mais du coup, ouais, ça fait que l'offre et la demande sont pas pareilles. Donc moi déjà, première chose, rassurez-vous, c'est pas de votre faute, c'est quand même contextuel. Après, outre le fait, voilà, de développer des compétences que les autres n'auraient pas, peut-être des certifs, effectivement, ce genre de choses, un petit peu tout ce dont on a parlé. Chose que je conseillerais, c'est de réseauter. Alors je sais, c'est chiant, mais enfin c'est chiant, ça dépend comment vous aimez faire ça, mais en tout cas, ça demande du temps. Mais voilà, d'aller vraiment au contact, des autres. Donc quand je dis réseauter, c'est vraiment se rendre dans les meet-up, les conférences, aller discuter avec les personnes, un peu, se faire connaître. Donc déjà se faire connaître et puis connaître, quels sont les besoins des entreprises à un instant T. Se dire: «Ah, j'ai vu un tel, ah, ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être ouvrir un poste comme ça», être un peu le 1er sur l'affaire.
Voilà, donc je dis pas que c'est un boulot très facile à faire. Voilà, c'est du boulot, je l'ai dit, mais c'est le conseil que je donnerais étant donné la situation actuelle. Effectivement, le réseautage, beaucoup de gens le Mmh. négligent, mais finalement, j'ai l'habitude de dire, ça reste toujours de l'humain en fait à l'humain. Donc, dans tous les cas, Mmh. euh, pour qu'une personne te donne ta chance, il faut qu'il te connaisse déjà. Euh, c'est beaucoup plus facile en fait de donner l'opportunité. Malheureusement, ça marche comme ça en fait, parce qu'on est humain et on préférera donner l'opportunité à une personne qu'on connaît ou dont on a eu, par exemple, la recommandation d'une personne qui vient un peu de nulle part, quoi. Ça, c'est sûr. Euh, alors, j'ai une question. Je reviens un peu à l'actualité. Mmh mh. Il y a actuellement un sommet sur l'intelligence artificielle avec la France qui accueille plusieurs investisseurs. J'ai entendu Macron dire que c'est l'indépendance de la France qui se joue là. Est-ce que Mmh. toi, tu dirais là, je pose la question parce qu'aujourd'hui, bon, tu l'as un peu évoqué, il y a des questions, par exemple, d'infrastructure, parce qu'on se concentre beaucoup sur les modèles, mais en réalité, c'est les infrastructures, donc les data centers, où est-ce qu'on héberge les données, euh, est-ce qu'on utilise voilà, les puces qu'on utilise dans l'entraînement. Donc, il y Mmh. a beaucoup d'enjeux qui sont liés en fait à la souveraineté en réalité. Est-ce que toi, tu irais jusque-là à dire que l'indépendance des pays se joue sur cette avancée technologique ou c'est un peu exagéré? Bon, déjà, c'est l'avenir, donc encore une fois, qui vivra verra. Mais moi, je pense que c'est un peu exagéré. Voilà, si je fais simple, je pense qu'il se joue quelque chose avec cette technologie, hem, mais j'ai peur qu'on s'enflamme un peu, heu, à se dire que tout se joue et qu'on risque de perdre, notre, indépendance, en tant que pays, alors qu'il y a des tonnes d'autres enjeux, heu, dans la tech, mais aussi, en dehors. J'ai parlé de l'écologie tout à l'heure, mais la santé, on sait que c'est la première préoccupation des personnes de ce pays. Hem, D'ailleurs, l'IA peut aussi servir à la santé, hein, cela dit, mais faire juste de l'IA pour faire de l'IA, par exemple, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je sais pas. Je trouve que des fois, ça manque un peu de concentration. Alors après, j'ai pas tous les enjeux, hein, je suis pas Emmanuel Macron, il a sans doute plein d'experts autour de lui que moi j'ai pas. Hem, mais ouais, pour l'instant, je suis un peu méfiante. J'ai peur qu'on soit déçus quand on voit qu'on arrive un peu aux limites des LLM, qu'on se rend compte, comme tu disais tout à l'heure, que ça reste une IA parmi d'autres. Encore une fois, il y a plein de choses à faire, mais attention à ne pas, mettre, on dépense quand même beaucoup, beaucoup d'argent sur quelque chose d'hypothétique. Alors que si je reprends le cas de l'écologie, pardon, c'est pas hypothétique. Le mur, il est là, quoi, donc bon, voilà, je suis spécialiste en IA, donc pour moi, ça me paraît important d'avoir des améliorations et cetera. Dans le domaine de la santé, je pense, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne l'ai pas dit, mais je travaille dans le domaine de la santé pour Pulse Life. C'est mon c'est un sujet qui m'intéresse. Mais attention à ne pas, mettre peut-être tous nos œufs dans le même panier. C'est peut-être ça le problème, Hmm. en fait. Non, mais je trouve que ce que tu dis, c'est très éloquent parce qu'en fait, il y a l'enjeu effectivement de l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, bon, on parle aussi d'une IA qui est frugale, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'IA générative à toutes les sauces, effectivement, on peut revenir à la période où on faisait des POC en data science sans vraiment arriver en fait à faire des choses qui ont de l'impact. Dans la santé, effectivement, c'est des choses où tu vois réellement l'impact. Mais pour beaucoup de use cases, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est des questions effectivement que je pense qu'on se pose peut-être pas énormément et qui, effectivement, au niveau de la facture, ça peut devenir très cher, quoi. Parce que je Mmh. vois beaucoup de projets de data centers. Mais après, les data centers, il y a aussi l'enjeu de son impact, en fait, au niveau de l'environnement. Donc, oui, clairement, je pense que c'est Mmh. des questions qu'on ne pose pas assez. Mmh. Et bon, on est un peu tous pris par la hype, mais effectivement, Mmh.
prendre un peu plus de recul sur ces sujets. Ouais. Alors, est-ce que si tu devrais donner un conseil pour finir à quelqu'un qui nous regarde, qui est intéressé par ces sujets-là, qui veut par exemple faire sa carrière dans l'IA, déjà, qu'est-ce qui toi te plaît? Parce que ça, on en a. Mmh. Qu'est-ce qui te plaît dedans et que tu donnerais, qui pourrait être une incitation à quelqu'un pour sur une carrière dans l'IA? Il y a plein de choses qui me plaisent. Je parlais des statistiques, tout à l'heure, c'est très geek quand même l'IA quand on plonge dedans, j'ai envie de dire, avec des stats, de l'algèbre linéaire et cetera. Même si dans les faits, aujourd'hui, on en a plus tant besoin, on a un peu l'intention on utilise un peu des LLM ou des choses un peu toutes faites. Malgré tout, il y a quand même des moments où il faut comprendre tout ça et je trouve ça personnellement, je trouve ça passionnant. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas passionné par ça, mais moi je trouve ça passionnant. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est au cœur quand même du sujet, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même cool. Ça a aussi ses effets négatifs, où, des fois, on fait face à des personnes qui attendent trop de choses, d'une technologie qui est quand même encore un peu balbutiante. Hem, mais ouais, il y a plein de choses, à découvrir. L'avantage, c'est qu'il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire. Quels conseils je pourrais donner pour suivre finalement cette carrière? Si peut-être un conseil et c'est très cool que tu fasses ça dans ton podcast. C'est cool de suivre l'actualité effectivement, mais regardez aussi, le concret en fait. Qu'est-ce qu'une entreprise a réellement besoin? Ça veut dire quoi mettre un projet d'IA, et pas juste se dire: «Ah c'est DeepSeek, le champion, semaine dernière, aujourd'hui c'est Mistral AI». C'est cool de le savoir. Clairement, on va vous poser la question, donc soyez un peu au courant. Mais concrètement, pour vos projets de tous les jours, c'est pas ça qui compte. Très bonne chute, effectivement. Ouais, pour compléter, clairement, c'est ça. Il faut joindre l'utile à l'agréable et dans ce cas-là, c'est vraiment regarder en entreprise ce dont on a besoin. Et en réalité, pour beaucoup de projets, on n'a pas besoin on n'a pas besoin des modèles Mmh. LLM, hein. Même dans le cas Mmh. des projets liés en fait au langage, il y a des modèles qui marchaient bien avant l'IA, qui ont été d'ailleurs précurseurs en fait de ces modèles génératifs qui marchent toujours très bien. Donc effectivement, c'est une question qu'il faut se poser en entreprise, clairement, ce dont on a besoin. Et ouais, clairement, dans le métier des ops, ce que moi j'aime bien dans les gens, des profils ops, c'est qu'ils sont des gens qui sont très concrets. Et donc, effectivement, quand on Mmh. vient d'un parcours très théorique, c'est bien de se rapprocher de ces profils-là, ça fait du bien. Ouais, En c'est tout clair. cas, merci beaucoup de t'être libéré un peu de temps pour cet Merci échange beaucoup à toi. et à très bientôt pour Oui, peut-être un contenu, un podcast sur ces sujets-là. ça marche. Merci beaucoup. Merci.